Et en quête de liberté, puisque ce deuxième volet de cette histoire des utopies est consacré aux utopies de la liberté. Liberté, liberté chérie, comme le dit notre hymne national, vivre libre ou mourir, la liberté ou la mort. La liberté est considérée donc comme la valeur qui soit à confronter à la mort, celle pour laquelle on peut mourir, autrement dit, une forme de valeur absolue. Pourquoi? Que signifie cette liberté-là, cette liberté à laquelle on érige une statue de la liberté, cette liberté qui guide le peuple, comme chez Delacroix, qui est incarnée donc dans une femme, une allégorie, finalement qui devient l'idée même de la nation, de la République. Donc on a ici affaire à une valeur cardinale, à un idéal absolu, pour lequel, en effet, jusque récemment, certains sont morts. Que signifie cette liberté d'abord, au-delà de cet emblème, de cet idéal porté? On peut considérer en première définition que la liberté, de façon très triviale, est une capacité d'action, de mouvement. On peut considérer de façon négative que la liberté est ce qui ne souffre pas d'oppression, de domination, d'esclavage. Et en effet, on s'aperçoit que la liberté, c'est bien pour ça qu'elle est un combat, le combat de la liberté, et bien que cette liberté est définie comme une forme de réaction de sursaut. Et ce sursaut-là, il est donc une réponse, il est donc un réveil. Et donc c'est cette idée de libération qui est fondamentale que nous allons d'abord évoquer. Premier temps, donc, c'est l'utopie de la libération. L'utopie de la libération, c'est en effet une conception qu'on pourrait appeler réactive au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire que ici, il s'agit bien d'une réponse à une forme de domination, à une forme d'oppression. Le premier type de libération, la première forme la plus essentielle, c'est évidemment la libération contre l'esclavage, c'est-à-dire une forme d'affranchissement, au sens quasi juridique du terme, le fait de passer du statut d'esclave à un statut d'homme libre. Cette idée-là d'affranchissement est incarnée évidemment par la figure de Spartacus, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé cette conférence de Spartacus et Bakounine Amatrix. Spartacus, vous vous en souvenez, c'est cet esclave qui, en 70 avant Jésus-Christ, eh bien, lance une révolte des esclaves qui dure 2 ans et qui arrive à fédérer tout un ensemble d'esclaves avant d'être absolument réprimés, et les esclaves sont crucifiés sur la voie à la fin, et donc évidemment toutes leurs prétentions sont réduites à néant. Mais il n'en demeure pas moins que Spartacus est dès lors un symbole, le symbole de celui qui tente de briser ses chaînes pour devenir un homme libre. Et d'ailleurs, en écho à cet effort-là, eh bien, quelques 20 siècles plus tard, un mouvement révolutionnaire pour qui la liberté ne sera pas la première exigence, plutôt l'égalité, j'y reviendrai la prochaine fois, s'appellera le mouvement spartakiste. Donc Spartacus, figure de l'affranchissement, figure d'une révolte, d'une insurrection contre un système esclavagiste, où je vous rappelle, un esclave n'a aucun droit, un esclave est une chose, un esclave est finalement simplement un objet, et un maître peut disposer de son esclave comme un objet. Il peut tuer, violer, enfin tout est possible, et donc il s'agit bien d'une conquête de la dignité et d'une conquête de l'essence humaine dans ce geste d'affranchissement. Ce geste-là, ce geste de libération, d'affranchissement de l'esclave, on le retrouve à partir de là, avant bien sûr, mais je prends Spartacus comme code, on le retrouve depuis lors à des moments essentiels. Évidemment, avec l'esclavage des Noirs, qui est à la fois l'objet de l'Europe, mais aussi du monde arabe, parce que vous savez qu'il y a 2 formes d'esclavage à partir de l'Afrique, et qui va demander énormément de temps avant d'être ne serait-ce que dénoncé. Ainsi, je voudrais que tu montres un peu plus la lumière, parce que pour le coup... Pour toi. Pardon? Oui, merci. J'ai l'impression d'être dans une pénombre dont la lumière seule nous sortira. Donc, c'est-à-dire que cette forme d'esclavage qu'on retrouve depuis l'Antiquité, qui va perdurer, qui perdure très longtemps, comme vous le savez, provoque des formes de résistance qui ne sont pas toujours le sursaut, l'affranchissement, mais notamment, par exemple,
des formes de résistance souterraines. Je pense évidemment à des formes à Haïti, dans les Antilles, à des formes de religion qui sont comme des revanches par rapport aux dominateurs blancs, à la sorcellerie, c'est-à-dire à des formes qui sont, avant d'être l'émancipation totale, déjà des résistances qu'on pourrait appeler culturelles. Évidemment, ce combat contre l'esclavage, qui va être initié par la Révolution française, qui est d'abord un combat théorique. On se souvient que Voltaire, dans Candide, dénonce l'esclavage, ce qui n'empêche pas lui-même d'être propriétaire et d'utiliser des esclaves dans le nouveau continent. Donc il y a des contradictions qui sont propres à cette époque, aux Lumières. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée même d'esclavage, progressivement, devient intenable, et elle est d'abord intenable en théorie, au point que, effectivement, avec la guerre de sécession et Lincoln, l'esclavage finit par être aboli aux États-Unis, comme vous le savez, mais il perdure sous une autre forme avec la ségrégation. C'est-à-dire qu'il y a des formes plus, j'allais dire plus discrètes, en tout cas plus masquées d'esclavage. Vous vous souvenez que l'apartheid c'était séparés mais égaux. Je parle ici de l'Afrique du Sud. Évidemment, cette séparation est une forme de domination, puisqu'il est interdit d'avoir accès aux mêmes choses. Il y a une séparation qui, évidemment, aboutit et l'équivalent d'une oppression d'un groupe, en l'occurrence les Blancs, sont les Noirs. C'est le cas pour l'Afrique du Sud, c'est le cas aux États-Unis. Vous vous souvenez évidemment que le mouvement des Noirs américains sur l'ensemble du XXe siècle, qui culmine avec un certain nombre d'actions, que ce soit évidemment Martin Luther King, que ce soit Malcolm X avec une identité cette fois musulmane, eh bien ces mouvements-là, qui sont des mouvements d'émancipation, sont, je dirais, les lointains descendants de Spartacus et ces mouvements de résistance à l'esclavage qui simplement s'est transformé, mais dont la domination demeure. Il suffit d'ailleurs de voir aujourd'hui les cas d'assassinat de Noirs aux États-Unis par la police et la manière ce que ça déclenche pour voir que ces questions raciales, cette forme d'oppression-là, n'a pas disparu et qu'il ne faudrait pas forcément bon être noir aux États-Unis, et que c'est un combat multiséculaire, que cet affranchissement-là. Donc, affranchissement, c'est bien cette première idée de liberté et qui, notamment, passe par, en général, le stigmate d'une différence, c'est-à-dire, en l'occurrence, la peau, par exemple, noir, blanc, qui peut passer par d'autres formes. Donc, première forme de libération, que cet affranchissement qui passe par le fait d'enlever un collier. Pour ceux qui sont amateurs de Game of Thrones, par exemple, eh bien, vous savez que, justement, ce symbole du collier qu'on enlève, c'est, depuis toujours d'ailleurs, la marque du passage à l'état d'homme. Une deuxième forme de ces utopies de la libération n'est plus contre l'esclavage, mais contre une forme d'empire. Alors, évidemment, il y a des points communs, d'autant que empire signifie en grec domination. Alors, qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est le régime qui exerce une domination, qui se caractérise par la domination, c'est-à-dire par l'autorité en général d'un sur plusieurs, voire sur tous, et ça c'est au niveau politique, et au niveau, j'allais dire, culturel, au niveau national, au niveau ethnique, c'est en général la domination d'un peuple sur l'autre. Par exemple, évidemment, dans l'Empire austro-hongrois, la domination de l'Autriche et la Hongrie sur l'ensemble des autres peuples, serbes, slovènes, etc. Donc, dans l'idée d'empire, si vous voulez, il y a une double dimension, qui est une dimension à la fois politique, au sens du régime, la forme d'autorité, si vous voulez, qui s'applique, et puis une dimension culturelle. Évidemment, la figure de résistance à l'empire, de sursaut, d'affranchissement, c'est ici Moïse. C'est-à-dire que Moïse, tel que la Bible nous raconte dans l'Exode, eh bien, le peuple juif est en Égypte, c'est-à-dire que Joseph s'est installé en Égypte comme Premier ministre, comme celui qui va expliquer à Pharaon comment faire au mieux pour survivre, et puis les générations passent et ses descendants se retrouvent esclaves et donc fabriquent les plats. Et Moïse est cette figure qui va unifier un peuple et lui permettre de sortir, de quitter cet esclavage, de quitter l'Égypte, de traverser eh bien, cet obstacle, cette limite qui est la mer Rouge. Et donc c'est une figure en effet de l'affranchissement, figure mythique, qui d'ailleurs est célébrée par les Juifs chaque année par la fête de Pessah. Pessah qui signifie le passage, pas seulement le passage d'un pays à un autre et le passage de la mer Rouge, mais le passage de Dieu au-dessus des maisons. Lorsque la 10e plaie d'Égypte survient, c'est la punition divine pour ne pas avoir laissé partir le peuple juif, le peuple hébreu.
C'est-à-dire que là, ce qui est extrêmement intéressant, dans cette figure de fondateur, si vous voulez, qu'est Moïse, et de libérateur d'un peuple, il y a à la fois cette idée d'un empire qui a tenu en captivité un peuple, il y a une figure, qui d'ailleurs va être celle qui amène la loi, qui va fonder la définition de ce peuple, et puis il y a une forme de transcendance, de révélation, Dieu, qui guide, qui inspire. C'est-à-dire que dans l'idée de libération, au-delà de la notion de dignité humaine et de dépassement, il y a cet appel, il y a cette forme de verticalité, de transcendance, qui peut être un appel divin, qui peut être une révélation. Si on a pu considérer que le message de Jésus était un message de libération par le passage à un autre plan, si vous voulez, c'est-à-dire le fait d'échapper au monde romain, au royaume des pas de ce monde, et donc une certaine manière de passage à la cité céleste, et donc une libération, si vous voulez, de ce monde-ci. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans cet affranchissement-là, dans cette libération, il y a en effet un mouvement de sursaut, de dépassement, qui peut être provoqué par cette transcendance, par cet appel. Alors, il est extrêmement important de voir aussi que la figure du libérateur et la transcendance sont indissociables ici d'une forme de communauté qui va devenir une nation. En effet, et c'est bien pour ça que je parle d'empire, que j'ai parlé de la particularité de la domination d'un peuple sur l'autre, c'est à partir de la domination d'un peuple sur l'autre que cet esprit de libération va s'imposer. Je pense évidemment par exemple à la figure de Jeanne d'Arc, pendant la guerre de 100 ans, qui est la libératrice du territoire, un territoire, comme vous savez, occupé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, et d'ailleurs où la France est très près de devenir une partie du royaume britannique, puisque le roi est faible, etc. Et donc, survient cette figure qui libère la France et qui paraît absolument sacrée. D'ailleurs, l'Église, après l'avoir brûlée, l'a canonisée, considérant qu'elle avait été une sainte et une sainte nationale. Donc, vous avez ici un peuple incarné et porté par cette figure, comme le dit Claudel, il y a deux miracles, Rimbaud et Jeanne d'Arc. Comment est-il possible qu'un enfant de 17 ans et une jeune fille de 18 ans ait pu ainsi bouleverser complètement et la poésie et l'histoire, quelque chose qui est lors de la visitation? Eh bien, on a bien ici cette résistance nationale contre une puissance impériale, colonisatrice, et qui permet une libération. Ce modèle-là est un modèle extrêmement important, puisque c'est celui qui préside à la Révolution américaine de 1776. En effet, la Révolution américaine est d'abord une guerre d'indépendance, comme vous le savez. Indépendance, c'est-à-dire une forme de libération de la domination britannique. Qu'est-ce que les Amériques, comme le dit Voltaire, quelques arpents de neige, quand il parle du Canada, c'est-à-dire cette manière très méprisante de considérer l'autre continent, l'autre monde comme une forme de ressource qui n'a pas vraiment d'identité de nom, qui est une dépendance. Eh bien, on a ici, avec la déclaration d'indépendance américaine, la revendication d'une identité et d'une émancipation par rapport à une puissance coloniale qui, en effet, à la fin du XVIIIe siècle, est sur toutes les mers. Vous savez que la marine britannique est la première au monde. Eh bien, la déclaration est de dire qu'un peuple se libère et se définit donc par cette libération, parce qu'il doit résister à l'oppression. C'est le préambule, le fameux préambule de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, une vision, si vous voulez, d'émancipation anticoloniale, qui d'ailleurs va rester extrêmement importante dans l'identité américaine, girondinaire, qui se vit comme un pays anticolonial, un pays de la liberté. On est bien là dans l'utopie. Donc, vous avez ce modèle de la libération d'un peuple qui, à partir de là, à partir de la Révolution américaine et évidemment à partir des idéaux de la Révolution française, devient un paradigme. Et pendant tout le XIXe siècle, on a ces mouvements de libération nationale qui sont des tentatives, d'ailleurs réprimées parce que ce siècle est celui des princes et celui des empires, empire russe, empire austro-hongrois, empire allemand à la fin du siècle, empire ottoman, et donc cette domination des princes et des rois empêche et réprime systématiquement, comme pour la Pologne, comme pour la Grèce, ce qu'on appelle par exemple le printemps des peuples, c'est-à-dire cette prise de conscience d'une identité nationale, et cette idée de nation qui, notamment avec la guerre de 100 ans,
a commencé à exister vraiment, qui s'est développé, qui avec le 19e siècle, les nationalités, éclate complètement. Et c'est évidemment cette revendication d'une autonomie nationale, c'est-à-dire d'avoir pour une nation sa liberté, le fait de se donner sa propre loi, autonomie, c'est se donner sa propre loi, eh bien c'est cela qui va, de façon assez paradoxale, assez logique en même temps et paradoxale, aboutir au conflit meurtrier du XXe siècle avec les nationalismes, qui sont des revendications pour chaque peuple d'imposer une unité, une identité, voire une prééminence sur les autres peuples. Donc on voit ici, si vous voulez, comment à partir d'une idée de libération, on aboutit à des catastrophes et avec la revendication de cette identité nationale aux conflits les plus meurtriers. Il n'en demeure pas moins que l'idée de nation, notamment l'idée d'une nation qui se libère, si vous voulez, d'une domination, d'un empire, ne peut pas être considérée comme strictement négative, ne serait-ce que parce que, si vous suivez cette histoire-là, eh bien, elle est d'abord l'histoire aussi de peuples qui sont en résistance contre des formes impériales. Je pense évidemment aux décolonisations, c'est-à-dire lors du XXe siècle, ce que vont devenir des pays africains ou des pays évidemment asiatiques, le Vietnam, le Cambodge, etc. Donc ces pays qui ont été sous domination essentiellement européenne pendant des siècles, à la suite de la Renaissance, des grandes découvertes, etc. Donc l'Europe s'est partagée le monde, vous le savez, et bien dans cet esprit d'indépendance nationale, successivement, les unes après les autres, les nations adoptent la forme de l'État-nation, c'est-à-dire un État pour une nation, avec cette revendication, en s'inspirant absolument des idéaux occidentaux, d'une liberté et d'une autonomie, d'une capacité à déterminer son propre destin. Avec des paradoxes là aussi, c'est-à-dire que, comme vous le savez, par exemple pour le cas de l'Afrique, ceux que sont, qui sont des États censés être autonomes, sont en fait le pur produit d'un découpage colonial, qui s'est fait, en l'occurrence, au congrès de Berlin en 1885, où les ambassadeurs ont pris une règle et ont tracé un certain nombre de lignes, ce qui a pu donner des formes aussi géométriques qu'absurdes pour l'Afrique, où sont séparés des États. Donc, on voit là, si vous voulez, comment une utopie, ici, lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'elle est suivie à la lettre, permet à la fois, eh bien, effectivement une libération, et en même temps, paradoxalement, parce que ces peuples restent dans une idée qui, en fait, contraire à une histoire, à une culture, une forme d'aliénation, c'est-à-dire la dépendance à autrui. Ce mouvement, n'empêche de décolonisation, évidemment marque un progrès, il marque une émancipation, et on le voit ainsi, par exemple, dans les figures qui expriment cette émancipation. Je pense ici à Aimé Césaire, grand poète, qui reprend le texte de Shakespeare, Une tempête. Il reprend la tempête de Shakespeare, et dans la tempête, Shakespeare exprime un point de vue colonial. C'est-à-dire que c'est une des Lagarthias de Shakespeare. L'histoire, vous la connaissez. Un homme qui est un magicien a été spolié par son frère de son trône. Il est jeté sur une île, et cette île était habitée avant lui par un autochtone qui s'appelle Caliban. Et le magicien a pris le contrôle de cette île et domine cet indigène, Caliban, et en a fait son esclave. Et cet esclave ne cesse de se rebeller, et Prospero le mate. C'est une partie de l'histoire, il y en a d'autres. Donc, cette vision-là, qui est une vision clairement, si vous voulez, de la fin de la Renaissance, même si Caliban a des aspects qui peuvent être fascinants, ce point de vue du colonisateur, Aimé Césaire le renverse plus de 3 siècles plus tard, quand il écrit Une tempête, où là, il exprime le point de vue de Caliban, c'est-à-dire le point de vue du colonisé, qui lui va crier la liberté, la liberté. La liberté contre la domination du mage, qui apporte la technique, le savoir, qui prétend venir éduquer, si vous voulez, et au contraire, ce que veut Caliban, eh bien, c'est simplement cette valeur essentielle qu'est la liberté. Donc, si vous voulez, cette deuxième forme de libération contre l'Empire, cette forme d'émancipation qui est nationale, en bonne part, on voit qu'il court sur, ici, 3000 ans, de Moïse jusqu'à Césaire, et qu'il est consubstantiel à une identité vécue comme collective. Alors, la différence avec les esclaves, c'est que les esclaves étaient
des individus pouvaient se considérer comme un groupe. Les esclaves romains n'appartenaient pas forcément à une ethnie particulière. Les esclaves noirs, après évidemment, ont cette marque distinctive, mais peuvent se considérer comme groupe et pas forcément comme nation. Et là, on passe déjà à une idée de nation, ce qui est assez différent et ce qui évidemment est très structurant en termes d'identité collective. J'en viens maintenant à mon troisième moment, la troisième forme d'utopie de la libération, et qui est une libération non plus contre l'esclavage, non plus contre un empire, mais contre une forme de tyrannie. Alors, quelle différence entre la tyrannie et l'empire? L'empire est une forme de régime dont j'ai évoqué la dimension multinationale, et effectivement le fait que c'est un régime autoritaire. La tyrannie a une valeur, je dirais, plus abstraite, si vous voulez. C'est-à-dire que, au sens premier du terme, vous savez, la tyrannie, je vous en avais parlé quand j'avais évoqué Macbeth, eh bien, la tyrannie, c'est l'usurpation d'un pouvoir qui n'est pas légitime. C'est le sens premier de tyrannie. À partir de là, la tyrannie en vient à signifier toute forme d'abus de pouvoir, une forme de despotisme, un pouvoir excessif qui est justement privateur de liberté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'idée de tyrannie qui n'est pas simplement une forme politique, mais qui est vraiment, je pourrais dire, une forme ontologique, une forme essentielle, c'est-à-dire l'écrasement d'une liberté. Et donc, elle devient un emblème. Et cet emblème, c'est l'étendard sanglant. La tyrannie, l'étendard sanglant est levé. C'est-à-dire une idée, et donc une idée qui est directement opposée à la liberté. Alors, de quoi s'agit-il ici, avec cette tyrannie, et quelle figure pouvons-nous considérer après avoir évoqué successivement Spartacus et Moïse? Il me semble évidemment que c'est la figure de Brutus. Brutus le libérateur, Brutus le romain, les deux Brutus d'ailleurs. Le premier Brutus, comme vous savez, qui est celui qui marque la fin de la monarchie romaine, la fin de la royauté, en 509, celui qui chasse les Tarquins qui a violé une femme mariée, noble, et qui se comporte précisément de façon tyrannique, à la fois dans sa vie privée et dans sa vie politique. Donc Tarquin, celui qui déclenche la République, le premier Tarquin, et puis le premier Brutus, pardon, et puis le deuxième Brutus, celui évidemment qui assassine César, son père adoptif. Et d'ailleurs, vous savez que sur les murs était écrit à Rome, en 44 avant Jésus-Christ, Brutus soit un nouveau Brutus. C'est-à-dire qu'on incitait Brutus à empêcher César d'obtenir ce qui sera l'Empire, c'est-à-dire le fait d'être perpétué d'abord pour 10 ans, puis à vie dans ses fonctions. Donc Brutus, ici, est bien la figure de celui qui incarne la liberté, de l'amoureux de la liberté, et Lorenzaccio, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, a évidemment ce modèle en tête: il faut que je sois un nouveau Brutus. Et cette figure de Brutus est vraiment celle qui, historiquement, résonne comme l'incarnation d'un idéal de libération contre une forme de tyrannie qui peut être une monarchie, un empire, ou toute autre forme, si vous voulez, autocratique de gouvernement. Ce modèle-là, ce modèle, si vous voulez, de libération contre la tyrannie, est un modèle extrêmement présent dans tout régime qui se conçoit comme républicain et qui instaure, ou qui en tout cas découle plutôt une révolution contre une monarchie ou un empire. Évidemment, la forme canonique, c'est la Révolution française. C'est-à-dire qui se vit comme une révolution de la liberté, de la libération, contre un régime désormais considéré comme ancien régime, régime de domination, régime où l'individu, les groupes sont opprimés. Lisez les discours de Robespierre, les discours de Saint-Just, lisez toute cette littérature révolutionnaire, et effectivement, la tyrannie, qui est pensée selon notamment les catégories romaines, mais pas seulement, c'est les catégories des Lumières, est vraiment l'ennemi à abattre, le despotisme, comme il est indiqué, d'accord, régime que Montesquieu a déjà évoqué pour l'Orient, et qui est ici appliqué à la France, est bien l'ennemi qui a été supplanté. Donc, on a bien, avec cette figure de la tyrannie à abattre, un modèle qui est différent, si vous voulez, de la libération de l'esclavage et la libération de l'Empire. Et ce modèle-là va induire
une sorte de paradigme qui, à partir de la Révolution française, s'impose, et s'impose évidemment à travers toutes les révolutions du XIXe siècle, c'est-à-dire toutes ces révolutions dont l'objectif est enfin d'instaurer la République. République qui, comme vous le savez, est censée être prolongée par l'Empire, qui d'abord n'est jamais appliquée, la Première République, qui est censée être prolongée par l'Empire, et en fait, évidemment, l'Empire n'est pas un régime de liberté par définition, même s'il dit exporter la Révolution en Europe, puis avec la Restauration, l'enfouissement de la République, et puis toutes les révolutions, 1830, 1848, qui tentent de rétablir cette République aussitôt confisquée en 1830, d'où la déception de Musset dans un barrage là-dessus en disant voilà, la République n'advient pas. République qui lui rappelle 3 ans en 1848, avant d'être à nouveau renversée par un empire, le Second Empire. Et République enfin instaurée en 1870, et encore, qui met 10 ans avant d'être absolument entérinée, avant que les républicains enfin adviennent au pouvoir. Donc il aura fallu un siècle, c'est bien pour ça que l'historien François Furet, la Révolution française, tel est le titre de son ouvrage, eh bien, il l'a fait durer de 1770 à 1880, parce qu'il faut un siècle pour que la République d'idées devienne une réalité, et pour que cette idée de libération, cette idée de dépassement de la tyrannie, devienne une réalité institutionnelle, après une succession de régimes. Donc, on a bien cette question de la manière dont la libération s'institutionnalise et devient un régime dit de liberté, pensé comme la République. Là aussi, le Rattachur, référence absolue, la République, il nous faut ce mot-là, la République, régime de liberté contre la tyrannie, contre les formes de tyrannie. C'est bien ce paradigme-là qui fait qu'après, je vais ici à l'essentiel, les formes successives sont des formes non plus forcément impériales, mais totalitaires, vont obéir, à mon avis, à ce paradigme de résistance à la tyrannie. Et c'est bien là que vivre libre ou mourir prend tout son sens. Évidemment, avec des expériences comme celle de la résistance à l'occupation, on peut considérer que l'occupation allemande est une occupation de type impérial, certes, mais elle diffère profondément d'une occupation à la Napoléon par sa visée idéologique et par son projet mondial de destruction et de reconstruction. Et donc, il s'agit là d'un combat, si vous voulez, qui est un combat au niveau essentiel. Et certainement, c'est bien pour cela qu'on a pu appeler la fin de cette occupation la libération. C'est-à-dire un moment, avec un grand L, où la tyrannie a été défaite, rejetée, et en prélude même à l'instauration d'une nouvelle république, eh bien, une ère nouvelle s'ouvre, non seulement d'ailleurs en France, mais dans le reste de l'Europe, même si on ne parle pas finalement de libération en Allemagne, puisque, voilà, mais ce qui a été libéré, ce qui a été dégagé, c'est cette forme de tyrannie essentielle qui est devenue le totalitarisme, une sorte de quintessence de la tyrannie. Donc voilà, si vous voulez, que ce modèle de la libération, ce que j'appellerais un idéal, parfois réalisé, parfois utopique, dans le cas par exemple de l'esclavage de Spartacus, cet horizon-là de la libération est ce qui a vraiment donné sa tension à la quête de liberté dans l'histoire, à travers ces différentes formes de lutte contre l'esclavage, contre l'Empire et contre la tyrannie. Maintenant, la question qui se pose, au-delà de cette réaction, de ce sursaut face à l'oppression, est celle de la prise de conscience. Prise de conscience, c'est-à-dire que, comme le dit Jaurès, la chaîne était au cœur. Il ne s'agit pas simplement de se libérer, si vous voulez, dans les faits, se libérer matériellement, objectivement, mais de se libérer moralement, spirituellement. Puisque l'esclave le plus docile, l'esclave qui ne se révélera jamais, est celui qui n'a même pas conscience de son esclavage, ou pire, qui aime son esclavage. Vous avez ainsi des figures de chiens fidèles, vous en avez par exemple dans certains films comme Django Unchained, l'un des films de Tarantino, qui se passe pendant l'Amérique du XIXe siècle, donc le monde esclavagiste, et vous avez un vieux noir qui est plus esclavagiste même que ses maîtres, qui ne supporte pas de voir qu'un noir est à cheval. Il considère que c'est absolument indigne. Autrement dit, il a totalement intériorisé, si vous voulez, la loi des maîtres et totalement intériorisé sa domination. Donc, ce deuxième temps, après les utopies de la libération, serait celui
des utopies que j'appellerais libertaires et plus, si je veux dire. Libertaires, c'est-à-dire celles qui poursuivent une idée de la liberté et une idée de l'émancipation, qui est d'abord une émancipation intérieure. Une sorte de prise de conscience. Et la première forme, c'est évidemment une émancipation intellectuelle. Émancipation intellectuelle qui fait qu'on passe d'un état que Marx appellera aliéné, un état où donc on appartient à autrui, d'accord, on est dans la dépendance d'autrui, et parfois dans l'inconscience de cette dépendance, peut-être, à un état de prise de conscience de sa dépendance, de sa soumission, et donc à la possibilité d'une libération. Ce modèle-là, c'est le modèle platonicien de la sortie de la caverne. C'est-à-dire que, d'abord, l'homme de la caverne, dans la République, n'a même pas conscience, si vous voulez, qu'il est dans une caverne, que ceux qu'il voit ne sont que des ombres. Il faut l'en extraire de force. Et même, il faut le traîner dehors. Il ne veut pas, il ne supporte pas la lumière du soleil. Ça lui fait mal. C'est violent comme expérience. Et ce n'est qu'après qu'il se rend compte qu'il vivait parmi les ombres et qu'il vivait dans l'illusion totale. Ce paradigme, c'est le paradigme évidemment de l'initiation. C'est-à-dire le fait de passer d'un état d'inconscience de son annihilation à un état de prise de conscience que, eh bien, il y a un autre degré, et il y a un degré auquel on accède après avoir traversé des épreuves qui vont permettre de réaliser ce qu'est la vérité. C'est évidemment le modèle de Matrix. C'est-à-dire que dans Matrix, vous avez cette vie est une vie totalement normée et normale, où chacun a l'impression d'être absolument maître de son destin, de faire ses choix, de se déterminer, et en fait, personne n'a conscience qu'il n'est qu'une illusion, qu'il est simplement un objet utilisé pour son énergie, et il faut donc qu'il y ait un choix, il faut donc qu'il y ait une action consciente, délibérée. C'est ce que propose le personnage de Morpheus que vous avez vu, c'est-à-dire, tu fais ton choix, prends une pilule, et en fonction de ce choix, tu resteras dans le monde tel que tu le connais, tu oublieras le reste, ou bien tu passeras de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est en fait une forme de mort et de nouvelle naissance, c'est-à-dire mort à soi, mort à son identité sociale, mort à ses illusions, et passer à un autre état, c'est-à-dire le réveil hors de la Matrix, avec tout ce que cela suppose de difficultés, de souffrances et de traversées. Ce modèle-là, ce modèle de l'émancipation, qui peut passer par l'initiation dans le cas de Platon, dans le cas des religions à mystère, dans l'Antiquité, dans le cas de Matrix, eh bien, il suppose un travail. Il peut soit venir par forme de révélation, par initiation, il peut supposer aussi une forme d'éducation, pourrait-on dire. Et évidemment, c'est ici toute la pensée libertine qui est à l'œuvre, c'est-à-dire, libertine, je l'avais dit quand j'ai évoqué Don Juan, c'est celui qui se libère, qui s'est affranchi précisément. Un libertinus, c'est un esclave affranchi dans l'Antiquité. Et donc, ça suppose de s'être libéré de ces chaînes de pensée, de ces habitudes, de ces cadres, et surtout de ces tutelles, c'est-à-dire de ce qui vous maintient dans une certaine forme de dépendance, et surtout d'ignorance. Donc, ce geste-là, ce geste libertin, est un geste critique, évidemment, qui est un geste de remise en cause, de doute, des différentes formes d'autorité intellectuelle, et d'abord, évidemment, de l'autorité de l'Église, puisque c'est elle qui dit le dogme, qui dit ce qu'est la vérité, qui prescrit ce qu'il faut croire et ne pas croire. Ce mouvement-là, qui descend évidemment d'une tradition d'esprit critique antérieure, notamment la tradition d'esprit sceptique, qui elle-même déjà remet en cause la possibilité d'arriver à la vérité, eh bien, elle se cristallise au moment du XVIIe avec des figures telles que Cyrano de Bergerac, non pas le Cyrano qui est le Cyrano de Rostand, mais le Cyrano qui est le personnage historique réel, qui écrit par exemple une pièce qui s'appelle La mort de Néron. Et dans cette pièce, c'est là la mort d'Agrippine. Dans cette pièce, Néron, c'est un raccourci, dit « Celui qui craint les dieux ne craint rien. Celui qui craint les dieux ne craint rien. » Vous avez ici deux manières d'entendre ce vers. Soit, celui qui craint les dieux ne craint rien, parce que le fait de croire dans les dieux, et donc de les craindre, fait qu'on n'a rien à craindre, puisque on craint les dieux, donc on n'a rien à craindre de plus.
deuxième manière de comprendre, craindre les dieux, c'est craindre rien, puisque les dieux ne sont rien. Là, si vous voulez, où la pensée libertine est géniale, c'est qu'elle multiplie ces doubles ententes que seul quelqu'un précisément d'initié pourra comprendre. À première lecture, celui qui craint les dieux ne craint rien est une parole pieuse. Je crains les dieux et donc je suis dans la crainte de Dieu dans la foi. Mais un deuxième degré de lecture va permettre de comprendre qu'en fait, il y a une remise en cause de l'idée même de Dieu et un esprit critique. Donc, cette pensée libertine, si vous voulez, qui est alors audacieuse, provocatrice, qui fait que certains philosophes brûlés, par exemple Giordano Bruno en 1600 est brûlé à Rome pour impiété, eh bien, elle travaille à d'abord émanciper, on parle, pas comme l'esclavage objectif, mais déjà émanciper l'esprit. Et cette émancipation-là, qui se poursuit avec tout le courant rationaliste, qui cherche à établir la vérité basée sur la raison, aboutir à des certitudes, travaille et ronge, et finalement est bien une revendication d'autonomie de pensée. Elle met directement en lumière, avec cette devise des Lumières énoncée par Kant, sapere aude, ose penser par toi-même. Dans le texte Qu'est-ce que les Lumières, le philosophe Kant, un siècle et demi après Cyrano, dit voilà ce qu'est la devise des Lumières. Ose penser par toi-même. Si tu penses par toi-même, tu sortiras de ta minorité, c'est-à-dire de l'état de tutelle dans lequel tu te trouves, pour te retrouver maître de ton destin, être dans une autonomie de pensée. Et cette notion d'autonomie, le fait de se donner sa propre loi, est bien là une définition de la liberté, qui n'est pas simplement faire tout ce qu'on veut, mais faire ce qu'on doit, selon ce qu'on s'est donné comme loi. Donc là, on voit, si vous voulez, que cette émancipation intellectuelle, cet esprit critique, qui se développe à l'âge moderne, travaille à saper déjà intellectuellement les bases mêmes de ce que sont les autorités. Et évidemment, c'est tout ce courant critique qui passe par les fameux textes des philosophes comme les lettres persanes, tous ces textes, si vous voulez, qui sont évidemment des remises en cause d'un mode social, d'une organisation, d'un système, même sous couvert de parler d'un autre monde, comme le fait Cyrano dans l'autre monde, qui est censé décrire la Lune et qui en fait critique ce monde-ci. Eh bien, tout cela est déjà, comme le dira Tocqueville, une manière de pouvoir penser autre chose. C'est-à-dire qu'en étant dans une critique du monde existant, les philosophes, ce qu'on appellera plus tard les intellectuels, les écrivains, sont déjà en train de préparer un autre monde possible. Et donc, une libération de ces formes dominantes, que ce soit intellectuellement avec l'Église, que ce soit la monarchie. Donc, on a bien ici une émancipation, si vous voulez, et qui va se prolonger avec cet esprit critique et cet esprit fort par la suite. Deuxième forme d'émancipation, une forme d'émancipation qui, elle, passe par l'émancipation des modes de vie, et en particulier, et c'est bien là que l'idée de liberté résonne aussi, une libération du désir. C'est-à-dire la liberté entendue comme faire ce qu'on veut, ce dont on a envie, ce qu'on désire, par rapport à des normes, et en particulier des normes qui cadrent ce désir-là. Là, c'est le libertinage au sens sexuel du terme, c'est-à-dire la capacité à sortir du cadre monogame et du mariage hétérosexuel pour d'autres formes de désir, d'autres formes de plaisir, d'autres formes de vie. Mais il ne s'agit pas que de cela. Il ne s'agit pas, si vous voulez, avec ce désir, simplement de sexualité. On l'a vu quand on a évoqué l'an dernier, évidemment, Donjon, c'est-à-dire qu'il y a là une forme de revendication d'une liberté essentielle, un défi à toute forme d'autorité, une manière de dire « je suis libre, je suis maître de moi-même », comme le dit d'ailleurs dans Cinna Auguste, l'empereur, je suis maître de l'univers, je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être, c'est-à-dire cette volonté de souveraineté. En fait, le désir, et le désir notamment érotique, n'est jamais qu'une manière d'exprimer cette liberté absolue, le fait de se sentir lié par rien, par aucune obligation sociale, le fait d'être capable de défier toute autorité, notamment en suivant son désir amoureux et en s'arrêtant à rien. Donc, Donjon incarne cette forme de liberté-là, cette forme d'émancipation sociale et pas seulement sexuelle,
qui, poussés à bout, en passant par les libertins du XVIIIe siècle et les orangeux sur lesquels je ne reviens pas, j'en ai parlé l'an dernier, mais en arrivant jusqu'à Sade. Et alors Sade est un point limite que je veux ici évoquer, puisque chez Sade, la revendication des personnages est une revendication de liberté absolue. Liberté absolue qui va jusqu'à la destruction de l'autre. L'autre devient un objet de désir, de plaisir. On le voit dans le film réalisé par Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui, comme vous le savez, croise deux idées. L'idée sadienne de ce désir sadique précisément qui domine, et puis l'idée fasciste que l'autre n'est jamais qu'un objet et qu'il faut en faire sa chose pour le faire entrer dans son cadre. Donc, on a avec cette idée sadienne l'idée que la liberté est essentielle à l'individu et que suivre sa nature, c'est aller jusqu'au bout de cette liberté, même si elle est apparemment atroce, monstrueuse. Et donc, c'est pour ça que dans les 120 journées de Sodome, vous avez des listes, à un moment, c'est que ça ne raconte même plus des histoires, vous avez des listes d'activités, d'accord, de phénomènes, et qui sont des inventions pour aller de plus en plus loin dans la liberté, dans l'imagination, avec évidemment ce champ du fantasme, et là on est vraiment dans l'utopie, d'une liberté qui serait totale, qui permettrait de tout faire, et de tout faire à l'autre, de tout faire pour soi. On aboutit là à un paradoxe, c'est-à-dire que aller jusqu'au bout de cette liberté, ce serait affirmer une liberté individuelle, une liberté qui est censée être naturelle, et en même temps, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut aller contre la nature. Il y a un paradoxe par rapport à la nature. Est-ce que suivre sa liberté jusqu'au bout, c'est aller dans le sens de la nature? Ou bien, comme ça le dit en même temps, il faut violer la nature pour montrer qu'on a une liberté encore supérieure à celle de la nature. Donc, on est là dans une espèce d'impasse, mais il n'en demeure pas moins, pour ce qui m'intéresse ici, qui est la dimension politique, que Sade exprime un projet limite qui donne dans la philosophie dans le pouvoir, au milieu de la philosophie dans le pouvoir. Comme vous le savez, chez Sade, les dissertations philosophiques alternent avec les orgies, et donc au milieu des orgies, il y a un moment de discussion philosophique avec un texte qui s'appelle « Français, encore un effort ». Et ce texte dit « Français, encore un effort et vous serez républicains. Comment faire pour aller jusqu'au bout de la liberté, pour qu'on sorte de la tyrannie et que, effectivement, tous les hommes soient libres ». Et donc c'est ce projet de liberté radicale qui apparaît comme un point limite de l'idéal de la Révolution française de liberté. Cette idée-là, si vous voulez, d'une liberté qui est une liberté qui passe par le désir et le fait de suivre son désir, j'en ai exploré le versant noir avec ça rapidement, évidemment, il devient un enjeu, qui est un enjeu extrêmement important, pour la libération au sein même de la société, au sein du couple en particulier la libération de la femme. C'est-à-dire le fait d'avoir la maîtrise de sa sexualité, et en particulier de sa fécondité, c'est un combat qui va s'étendre sur plusieurs décennies, voire sur 2 siècles, un long combat qui va finalement apparaître non pas qu'une revendication simplement d'un plaisir ou d'un désir, mais bien comme la définition d'une place dans la société. Et donc, on voit que la question du désir et la question de la place sociale de l'identité, et donc la question du dépassement de l'aliénation sont absolument liées, en particulier évidemment au sein du couple. Vous savez que la femme est considérée comme mineure, par exemple, dans le code Napoléon, qu'elle n'a pas le droit d'hériter, de léguer, etc., qu'elle passe, comme on peut le dire, du père au mari. C'est pour ça que le statut de veuve est le statut le plus envié. Vous dépendez de personne. Vous voulez, par exemple, même au XVIIe siècle, Célimène est une veuve, et c'est le statut idéal, puisqu'elle est dans l'indépendance de personne, et elle peut utiliser ses biens comme elle le veut. C'est pour ça que Merteuil aussi est veuve dans les autres. Eh bien, pour sortir de cette liberté qui est chèrement acquise au prix du veuvage, jusqu'à une forme de liberté qui évidemment passe aussi par une revendication d'égalité, on en parlera la prochaine fois, eh bien, il faut de longs combats qui montrent bien que la chambre à coucher est un lieu où s'exprime le pouvoir et pas seulement le désir. Ce versant-là, si vous voulez, de libération de la femme, d'où MLF, en libération de la femme, qui en est l'une des formes, il passe aussi par la revendication de la liberté du désir, non plus conçue nécessairement d'ailleurs comme une forme de critique de l'Église, mais avec la libération sexuelle à partir des années 60, 70, comme une autonomie du désir, une autonomie de l'individu. Et on voit là, sur un mode qui est un mode qui peut être parfois polémique, parfois critique évidemment d'une société existante, on voit la continuation, si vous voulez,
de ce fil, c'est-à-dire que l'émancipation sociale et morale passe par une émancipation du désir et passe par le fait de ne pas souffrir, de ne plus souffrir d'une normalisation. À partir de là, je vais faire le lien entre deux choses. Le philosophe Michel Foucault, par exemple, qui étudie dans son histoire de la sexualité à la fois le désir et la normalisation, considère que, précisément, une manière d'émancipation, c'est une manière d'émancipation et de ne pas admettre un discours dominant, en particulier sexuel, mais pas seulement d'ailleurs sur ce plan-là, et c'est ce qui me mène à un troisième point, l'émancipation, j'ai parlé d'émancipation intellectuelle, l'émancipation sociale, et j'en arrive à l'émancipation totale, qui est une forme d'utopie de la pensée libertine, qui devient une pensée ici libertaire. Donc, libertaire, ça signifie quoi? On peut dire que la pensée libertaire est aussi appelée pensée anarchiste. L'anarchie est parfois entendue comme le synonyme du chaos, mais ça n'est pas simplement ce que ça signifie. Quand on dit c'est l'anarchie, on que c'est le chaos, c'est un abus de langage. L'anarchie, comme vous le savez, ça signifie l'absence de pouvoir, et donc, comme le dit même un des fameux célèbres slogans anarchistes, ni Dieu ni maître. C'est-à-dire le fait de ne se reconnaître aucune forme de supériorité, aucune forme de tutelle, aucune forme d'autorité qui vous dépasse, pour pouvoir être dans l'expression de l'individu, de son désir, de son autonomie. Et donc, cette pensée anarchiste, qui découle de la pensée de l'émancipation, de la pensée libertine, qui l'étend à l'ensemble des domaines de la vie, a évidemment d'abord comme principale cible les autorités, d'abord l'Église, l'État évidemment, mais pas seulement. Et on voit par exemple dans les formes d'anarchisme qui se développent en particulier au XIXe siècle, que ce soit en France et en Russie, que même les corps, comme les partis, etc., sont soupçonnés d'être des formes d'oppression et d'autorité. C'est pour cela que ce soit avec Bakounine et Kropotkin en Russie, et avec des anarchistes radicaux en France, il y a une forme de violence qui s'exprime contre les institutions. C'est pour cela que les anarchistes russes assassinent les tsars, tentent de faire des complots pour faire sauter un système qui évidemment est un système d'autocratie, c'est-à-dire de domination absolue. C'est pour cela qu'en France, le président Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste, Caserio, à la fin du XIXe siècle. C'est pour cela qu'il y a une bombe qui est jouée dans l'Assemblée nationale par un anarchiste. C'est pour ça que dans Germinal, c'est un personnage d'anarchiste qui est joué dans le film de Claude Berry par Laurent Terzieff, qui met une bombe dans une usine pour tout faire sauter, pour faire sauter le système. C'est-à-dire que cette propagande par le fait, c'est l'idée de faire sauter le système. Vous avez cette tendance-là qui va se retrouver dans la bande à Madère au XXe siècle, les brigades rouges. Donc c'est avec tous ces courants qui, dans une logique anarchiste de faire sauter le système, feront sauter des postes, donc des représentations de l'État, si vous voulez, des institutions qui sont considérées comme des formes d'oppression. Ce courant-là, qui est la forme violente de l'anarchisme, n'est pas la seule, même pas forcément la forme dominante de cette revendication d'émancipation totale, parce que, évidemment, il y a non seulement des formes de conflit, mais surtout des formes de retrait, c'est-à-dire une idée d'une liberté qui va se trouver entre soi, dans l'autogestion, dans l'autonomie. C'est l'idéal de la Commune de Paris, qui dit, voilà, nous allons nous constituer un pouvoir autonome, la Commune qui vient de la Révolution française, et ce pouvoir autonome, eh bien, ne sont pas dans la dépendance de supérieurs qui nous gouverneraient, nous allons pouvoir nous donner notre propre loi. Donc l'idée vraiment de l'anarchisme, qui évidemment a donné lieu à de nombreuses utopies de communautés indépendantes, autogérées, qui vivent en marge d'un système, qui vivent loin, si vous voulez, des structures considérées comme dominantes, l'État, le marché, etc., qui sont des lieux évidemment utopiques de liberté, et aussi d'égalité, j'y reviendrai, eh bien, ne sont pas forcément dans une forme de confrontation directe, et parfois une forme de retrait, une forme d'éloignement. Et je reviens ici à Michel Foucault. Évidemment, ce qui est critiqué, ça n'est pas seulement l'autorité, c'est la norme. La norme, la normalisation, c'est-à-dire ce qui, finalement, fait obstacle, ombrage, et même nie l'individu. C'est-à-dire nie ce qu'est la subjectivité, ce qui est
la particularité, la singularité de l'individu, ce qui le caractérise particulièrement. Cette idée d'un individu qui s'égale à sa singularité, à sa liberté, fait que ces mouvements ne supportent pas, évidemment, de tutelle ou de normalisation. Et donc tous les discours, à partir de Michel Foucault notamment, et pas seulement, sur les marges, la divergence, les anormaux, tout ce qui finalement justifie des sorties du cadre, on le retrouve aujourd'hui encore, par exemple, dans des fictions. Je pense ici au film Divergente, par exemple, dont le titre même montre que voilà, la société normalise, et quelle place pour quelqu'un qui n'entre pas dans ce coup-là, quelle place pour un individu dans sa différence et dans son originalité. Ce qui m'amène, troisième et dernier temps, à considérer non plus les utopies de la libération, ni les utopies de la pensée libertaire et libertine, mais, troisième temps, les utopies libérales. C'est-à-dire, ici, des utopies qui précisément sont fondées sur l'idée d'individu, dans ses droits, dans sa singularité, et finalement, dans sa valeur absolue. Alors, cette idée libérale, qui est évidemment celle dans laquelle nous vivons, c'est pour cela que je termine par elle, elle est d'abord une pensée politique. C'est-à-dire une utopie où on est passé des libertés, qui étaient les libertés d'Ancien Régime, avec justement des libertés qui étaient différentes en fonction de chaque groupe. Vous savez que les libertés, ce sont jamais que l'autre nom des privilèges. Qu'est-ce que les privilèges? Ce sont les lois particulières. Privata lex, privilèges. Donc des lois particulières, c'est-à-dire qu'un bourgeois a des privilèges. Il a le privilège de porter, par exemple, de faire du commerce. Les nobles ont des privilèges, etc. Donc vous avez des lois particulières qui diffèrent. Et bien on passe de ces libertés à la liberté, avec la Révolution française, c'est-à-dire à une loi considérée comme abstraite, qui vaut pour tous, liberté égale pour tous, et donc à une forme d'universalité essentielle, et bien une définition de l'individu par la liberté. Si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2, les droits fondamentaux sont la liberté, premier droit, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Premier droit, la liberté, fondamentale. Et le dernier droit, c'est la résistance à l'oppression, qui n'est jamais que la définition négative de la liberté. C'est-à-dire la capacité de se révolter, constitutionnelle, lorsqu'il y a une forme d'oppression. Vous savez certainement que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considérée dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes comme le texte le plus fondamental de tous. C'est-à-dire qu'il prime sur tout autre texte de loi. Toute loi, toute constitution, c'est le texte canonique. Et dans ce texte canonique, dans le deuxième article, on vous dit que le droit fondamental, c'est la liberté. C'est dire qu'elle est considérée comme la valeur absolue. Après, il s'agit bien sûr d'un principe, qu'en est-il en réalité, ça fait partie de la question. Donc, vous avez ce principe de liberté, et ce principe de liberté politique se décline évidemment à travers toutes les libertés qui peuvent définir un individu, la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de croyance, etc. Ce sont les libertés politiques. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce libéralisme politique, qui est un courant qui se constitue, disons, à partir de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle surtout, se développe, et se développe constamment dans une idée qu'il faut défendre l'individu contre la collectivité, l'État, donc l'intérêt particulier doit être préservé, la singularité, contre une oppression qui est une oppression collective. C'est en effet, si vous prenez toute la lignée, en partant de Locke, philosophe anglais, qui est évidemment l'un des fondateurs du libéralisme politique, avec l'idée que voilà, il faut préserver absolument les droits de l'individu. Ensuite, avec Montesquieu, l'idée de la séparation des pouvoirs qui permet, parce qu'il y a division des pouvoirs, de ne pas opprimer l'individu non plus. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Puis, avec Tocqueville qui, lui, voit monter précisément
cette vague de démocratie qu'il observe en Amérique, et qui voit une forme d'uniformisation, qui donc se demande comment préserver une forme de liberté alors que l'État se développe et que l'État commence à tout contrôler, et comme il le dit dans un texte célèbre, que ne peut-il leur ôter la peine de penser, puisqu'il s'occupe de tout pour eux, comme mère prévoyante, etc. Donc comment préserver l'autonomie, comment préserver la singularité, et qui se poursuit ainsi jusqu'à Raymond Aron, qui, au moment des totalitarismes, a une hantise qui est de défendre absolument la liberté individuelle contre la domination collective. Donc vous voyez, ce courant de pensée libérale, je pense que je parle en termes politiques, c'est un courant fort qui évidemment s'appuie et même détermine le socle qui nous constitue, c'est-à-dire les constitutions, c'est-à-dire les lois, etc. Nous sommes dans une démocratie libérale, dite libérale. Ce courant-là a aussi une caractéristique, c'est que pour une bonne part, il considère comme indissociable la liberté politique et la liberté économique. C'est toute l'ambivalence du libéralisme, qui à l'origine est un terme politique, qui défend cette liberté que j'ai évoquée avec vous. Eh bien, ce libéralisme, pour certains des théoriciens et penseurs, considère comme indissociable liberté politique et liberté économique. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté économique se définit, comme vous le savez, par la liberté d'entreprendre, la liberté notamment de commercer, donc c'est-à-dire comme un minimum de régulation, pour que l'acteur individuel puisse, l'agent économique, comme on dit, puisse librement faire ses actions, c'est-à-dire acheter, consommer, vendre, voilà. Donc, dans la pensée, dans le libéralisme économique, qui évidemment est la justification idéologique du capitalisme, le libéralisme économique dit qu'il faut, comme le dit Adam Smith, laisser faire, laisser passer. D'accord ? Laisser faire, laisser passer, laisser circuler avec le moins de régulation possible, parce que le marché est ce qui va finalement permettre l'harmonisation. Et donc, cette liberté économique, comme Marx l'a critiqué, le problème c'est qu'elle n'induit pas nécessairement une liberté politique. Du point de vue libéral, les deux libertés sont indissociables. Vous êtes libre totalement si vous êtes à la fois libre politiquement et libre économiquement d'entreprendre. La critique évidemment qui est faite, c'est qu'il est plus facile pour certains d'être libre que d'autres, puisqu'il est plus facile d'avoir toutes les libertés quand on a les moyens d'exercer sa liberté économique, quand on dit les moyens financiers. Et donc, qu'en fait, cette liberté économique rend complètement hypothétique, voire illusoire, les autres libertés. C'est ce que Marx dit en disant que désormais, avec cette liberté économique qui prime, les libertés politiques sont formelles. Et elles ne sont que des libertés illusoires et pas des libertés réelles. Puisqu'on n'est pas libre, on n'a pas les moyens d'exister, on n'a pas les moyens de participer à ce marché. Et c'est pour cela, et j'en viens là, que évidemment la liberté et toutes ces idéologies de la liberté vont être en conflit direct avec les idéologies de l'égalité, dont je parlerai la prochaine fois, les idéologies de l'harmonie notamment. Eh bien, évidemment, la question étant de concilier les deux, et les libéraux disant que la liberté est finalement le socle fondamental qui fait qu'on peut avoir une dignité d'individu, une singularité, et qu'elle est complète, et qu'elle ne se morcelle pas. Il y a ici, évidemment, un paradigme de cette utopie, et c'est le paradigme du rêve américain. C'est-à-dire précisément un pays, et là on est vraiment dans une conception utopique essentielle, un pays qui se considère comme d'abord anticolonial, puisqu'il s'est libéré de la domination britannique, donc il se considère comme anti-impérialiste, ce qui évidemment est contraire à son histoire, puisque l'histoire des États-Unis est celle d'un empire qui s'est construit d'abord sur son propre continent, puis à l'échelle du monde, avec évidemment des dimensions positives. Ne soyons pas là à parler gentiment, s'ils n'ont pas été deux fois libérés par les Américains, car on parlera peut-être allemand. Donc évidemment que cette dimension d'intervention mondiale a une vertu, si j'ose dire. Elle a aussi évidemment une forme de violence au Vietnam, en Amérique latine, etc. Donc il y a, si vous voulez, le discours idéologique d'une puissance émancipée anticoloniale et une réalité
impérialiste. Il y a aussi dans ce rêve américain l'idée que l'individu est au centre et que, en fait, la liberté est absolue, ce qui contraste, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, avec la complexité bureaucratique réelle. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de on ne peut pas faire un pas, en fait, sans tomber sur des lois, des normes, etc. C'est extrêmement complexe. Et en même temps, on exalte la singularité. On exalte la singularité avec un discours extrêmement normatif, c'est-à-dire qu'il faut être chacun soi, mais ensemble. Donc il y a des affirmations de différence, et donc une exaltation de cette liberté, de cette différence. Et en fait, il y a un accord sur un certain nombre de valeurs communes essentielles qui aboutit à une normalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dans ce rêve américain tous les paradoxes de l'utopie libérale, c'est-à-dire tous différents mais en portant la même chose. C'est ce qui est très frappant dans les marques, par exemple, c'est penser différemment en vous habillant pareil. Et puis, cette idée en même temps de l'autonomie, que chaque individu peut arriver, et en exerçant sa liberté, justement, au sommet. Donc ça, c'est évidemment fondamental dans le rêve américain. C'est just do it, d'accord? Fais-le, et tu prends ton destin en main. Et effectivement, vous avez cette idée que tout est possible à lui, ce qui est évidemment partiellement vrai. Et qu'on peut arriver en étant un mendiant et se retrouver 20 ans plus tard en étant milliardaire. On peut arriver en étant un bodybuilder et au bout de 30 ans être une star de cinéma et gouverner l'un des plus grands États des États-Unis, la Californie. Cet homme existe, il s'appelle Charles Neal. Donc c'est tout à fait possible. Il a commencé en faisant de la musculation devant le studio d'Hollywood. Donc, si vous voulez, il y a ces exemples qui font qu'on est dans un pays où le mythe de l'individu roi eh bien, fait que tout semble possible. Et que la liberté, ici, apparaît comme préservée absolument. Et en effet, la liberté est ce qui est revendiqué dans les textes, dans les valeurs, et c'est même comme ça que les États-Unis se sont construits, puisque ceux qui sont d'abord arrivés aux États-Unis, ce ne sont pas seulement les prisonniers qu'on voit dans Mamonesco, qui sont envoyés, les prostituées, etc., ce sont ceux qui fuyaient les persécutions européennes, qui cherchaient une liberté d'abord religieuse, les protestants, les juifs d'Europe centrale, etc., et puis finalement d'autres formes de liberté. Donc, les États-Unis, terme de liberté, avec les statuts de la liberté symboliquement offerts par la France de la fin du XIXe siècle, qui accueillent les nouveaux immigrants. J'avais évoqué, je crois, déjà avec vous, ce regard qu'on a des immigrants dans le Parrain. On est au début du XXe siècle, vous avez un bateau, et puis il y a tous les immigrants d'Europe, d'accord? Il y a des Irlandais qui ont souffert de la famine, il y a des Juifs russes persécutés par les pogroms, il y a des protestants, etc. Il y a voilà, tous les parias d'Europe qui arrivent, ils sont sur le bateau, et c'est un plan magnifique du Parrain. Vous voyez leur regard sur la statue de la liberté. Et vous voyez que ces hommes qui arrivent avec un sac, tout est possible pour eux. Une nouvelle vie commence. Précisément, une vie où ils sont libres, et libres d'être d'abord eux-mêmes, et pas être soumis à des oppressions qui sont les oppressions de la vieille Europe. Évidemment, ce mythe est extrêmement puissant, avec tout ce qu'il suppose également de voyage et de normalisation et de violence. Puisque, j'ai évoqué par exemple les différences raciales, etc., cette liberté ne vaut pas pour tous, et finalement, et c'est là-dessus que j'aimerais en arriver, on aboutit ici à un paradoxe, c'est-à-dire que cette revendication de la liberté absolue repose sur l'individu, et donc sur un individualisme radical, chacun pour soi, et donc, en un sens, à revenir à une guerre tous contre tous, que décrivait très bien Thomas Hobbes dans le Léviathan, c'est-à-dire à non pas seulement une compétition, mais finalement, vraiment, à une forme de conflit. Et donc, en un sens, on a bien ici une revendication de l'individu dans ses besoins, dans son matérialisme, et on arrive à ce que la revendication de la liberté soit finalement soluble dans le marché, c'est-à-dire dans la dimension économique, dans la dimension simplement de satisfaction des besoins. Et le paradoxe de cela, c'est que l'autre branche fondamentale que j'évoquais tout à l'heure, c'est la branche libertaire,
qui est celle qu'on a, par exemple, celle de la libération sexuelle des années 60-70, qui était dans l'idée du jouir sans entrave, du désir pour tous, jouir sans entrave, etc. Et bien, paradoxalement, à partir de cette idée de la satisfaction des besoins de l'individu, aboutit au même point. C'est-à-dire que pour satisfaire les besoins de l'individu, qu'est-ce qui va satisfaire les besoins de l'individu? Eh bien, le marché. Et ce marché fait que l'individu devient roi. Et donc, que reste-t-il de la liberté? Eh bien, la liberté de consommer qui s'est transformée en une tyrannie de la jouissance. C'est-à-dire qu'il faut consommer pour avoir le sentiment de participer à cette économie du plaisir et du désir. Donc on voit là, si vous voulez, qu'on est dans on a poursuivi jusqu'au bout cette idée de la liberté. On en a vu les sursauts avec la libération, les formes de libération contre différentes formes d'oppression, l'esclavage, l'empire, la tyrannie. On a vu que cette libération passée par l'émancipation est donc une pensée critique, qu'elle soit partielle et qu'elle porte sur le champ intellectuel, le champ social, ou bien dans une volonté totale d'émancipation vis-à-vis des différentes formes d'autorité. Donc finalement une critique de la norme, et que la pensée libérale, qui est une pensée de la liberté politique et économique, aboutit, me semble-t-il en tout cas, c'est bien pour ça qu'il y a une utopie dans ce discours en bonne part, non seulement pas une liberté totale évidemment, mais en plus de cela, à une forme d'asservissement relatif. Donc, la question sur aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté et quelle est la liberté que nous voulons? Eh bien, il me semble, et ce sera ma conclusion, qu'il y a 2 mois de cela, certains événements l'ont rappelé. C'est-à-dire que nous avons fini par croire que la liberté n'avait pas forcément grand sens et que nous étions dans une sorte de torpeur et que ces concepts-là, qui avaient été ceux pour lesquels les peuples ont pu se battre, se lever et mourir, étaient finalement assez vides de sens. À une autre échelle, on a vu que les hommes pouvaient vivre et mourir pour la liberté, surtout être tués pour cela, pour une idée de la liberté. Et il y a eu un moment, effectivement, où, comme d'autres grandes heures de l'histoire, eh bien, un peuple s'est senti porté par cette idée de la liberté. La question qui se pose, c'est faut-il que la liberté soit menacée, attaquée, pour que nous nous souvenions qu'elle est essentielle? Je vous remercie. Merci. Comme toujours, si vous avez des questions ou commentaires, c'est à vous. Vous pouvez parler librement. Que la libre parole était le titre d'ouvrage de Fanon. Vous avez vraiment antisémite, donc c'est pas la place. Non? Pas de question? Si, un petit peu. Quand on voit vous y avez fait allusion au moment où vous parliez par rapport à accéder à une forme de liberté, vous disiez qu'il faut une initiation, quelqu'un qui vous permette de vous libérer des formes de pensée. Et en fait, quand le personnage de Matrix est lâché, il est plongé dans l'eau, il ressort, et indirectement, ça fait un peu une image de baptême. Donc c'est amusant parce qu'en fait, dans vos propos aussi, on a l'impression qu'il y a une symbolique, parce que vous parliez d'une renaissance, à chaque fois, une prise de conscience, ça se base sur une forme de renaissance, parce qu'il meurt à une vie ancienne ou à une conception. C'est absolument juste. Et c'est ce que font tous les systèmes de pensée, toutes les religions à initiation. C'est-à-dire que le baptême, c'est effectivement, en un sens, être passé d'un état de péché essentiel à être lavé et entrer dans une communauté. De même que j'évoquais les religions à mystère, on passait par une forme de mort et par une forme de renaissance. Et effectivement, Matrix est manifestement influencé par ces pensées d'initiation. Ces pensées qui font qu'on passe d'un seuil à un autre, on meurt à soi et on renaît autrement. Et on renaît au plus bas degré. Et on renaît, c'est ce qui arrive au personnage de Néo, on renaît en étant comme un enfant qui se traîne par terre et qui essaye progressivement de se lever.
rapport aussi à la réaction là, suite aux événements des attentats de Charlie Hebdo. On peut se dire aussi peut-être que les gens ils s'attachent à l'idée d'une liberté quand elle prend corps et qu'elle prend chair. Parce que quelque part, là, pour les gens, il y a eu des visages, enfin c'était des personnes. Parce que peut-être se lever pour un idéal, ça fait... c'est un petit peu trop théorique, ça fait... Enfin, je veux dire, tout le monde ne vit pas tous les jours dans le monde des pensées, n'est pas poète, écrivain, etc. Mais avoir des personnes qui sont vraiment attaquées, ça donne une réalité, enfin, ça incarne les idées. C'est très très juste. Effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé en évoquant la liberté incarnée par une femme, par une allégorie. Et puis, ça c'est une première dimension, c'est incarné par des hommes. Et symétriquement, on sent la liberté quand on en est privé. C'est pour ça que j'ai commencé par la libération. Donc la question, c'est bien, que faut-il pour sentir ce prix de la liberté? Que des incarnations soient attaquées, qu'on en soit privé, effectivement, c'est une très bonne remarque. Oui. J'ai aussi l'impression que, en ce qui concerne la liberté, on arrive à atteindre cette notion-là aussi par l'art. J'ai parlé des écrivains, et ça me paraît aussi très important. Toutes les formes d'art, je pense, peuvent rendre meilleurs, peuvent nous aider à réfléchir, et grâce à cette réflexion, alors qu'il faudrait partager avec d'autres, je pense qu'on peut, par ce biais-là, arriver déjà à une notion, et puis voilà quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Bien sûr. Il y a beaucoup de références à des écrivains, et ça m'interpelle quelque part, parce que moi, ça me nourrit aussi, même si ma pensée est petite, mais n'empêche que c'est très important. La culture, c'est toutes les formes d'art en fait, qui nous amènent le meilleur. Mais clairement, il y a une dimension d'émancipation, bien sûr, pour la culture et le savoir, évidemment, le fait de le recevoir, et puis, dans cette dimension de création, cette liberté de création, qui est une forme de liberté de pensée et d'expression, sublime, en effet, cette liberté. C'est vrai que là, moi, j'ai évoqué la dimension, parce que la liberté de création, évidemment, sauf quand elle est dominée dans les régimes autoritaires ou totalitaires, est une affaire qui est une affaire individuelle, au sens où l'artiste est dans son geste, et ce geste, après, qui est libérateur pour lui, il peut le communiquer et effectivement générer cette émancipation dans les consciences, c'est-à-dire on le voit dans les hommes. Là, c'est ce que j'ai effectivement voulu évoquer, c'est la dimension plus politique de la liberté, mais évidemment de la liberté de création, et le côté émancipateur de l'art est évidemment fondamental, bien sûr. Aussi dans son aspect du symbole, parce qu'effectivement, on se retrouve dans l'artiste des esprits, l'idée de voir cristalliser là le besoin personnel de liberté. Bien sûr, bien sûr. C'est une incarnation de la liberté, bien sûr. Je pense aussi par rapport à ce que tu disais sur la culture, comme tu parlais tout à l'heure du fait d'être aliéné et de ne pas réagir à cette aliénation parce que voilà, la culture aide aussi et contribue à empêcher ce genre de phénomène. Alors, absolument, la culture aide et à une vertu d'émancipation, ça j'en suis bien sûr convaincu en un sens. Après, et c'est une phrase qui m'avait vraiment marqué, il y a cette citation de Sartre dans les mots, c'est la culture ne sauve rien d'une personne, qui est assez pessimiste, et j'y pense en pensant à l'épisode de la liste de Schindler, où vous savez qu'il y a des nazis qui entrent dans une maison, qui fusillent tout le monde, et il y en a un qui se met à jouer Beethoven. Et donc, et effectivement, et pour avoir par exemple fait ce spectacle Raïm que certains d'entre vous ont vu, il y avait de la musique dans les camps. Donc, alors, la culture évidemment peut émanciper, peut aider, mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle soit une garantie, si vous voulez, d'empêcher la barbarie. Mais effectivement, ça vaut mieux. Quand on voit, il y a quand même un chemin indispensable contre la violation. Absolument, absolument. Et symétriquement, quand on voit
l'État islamique détruire des œuvres d'art, on voit très bien que finalement ce qui est attaqué, c'est cette liberté, enfin, bien sûr. Oui. Dans le cas de l'Oresatio, s'être débarrassé du tyran, est-ce que ça leur a vraiment apporté la liberté au personnage principal? Vous avez 2 heures devant vous. Alors, c'est une question centrale. La particularité de Musset, c'est son pessimisme. C'est-à-dire que lui pense que l'action individuelle ne peut pas générer la liberté collective. Donc, ce qu'il fait dire à son personnage, c'est « tu vas voir, je vais agir, et ça n'aura pas de conséquences, il n'y aura pas de musique, parce que les hommes ne peuvent pas prendre leur destin. Ils sont trop indifférents, trop lâches, etc. » C'est un jugement quasiment anthropologique, sur ce qu'est l'homme très noir, que fait Musset. On peut l'interpréter comme une incitation à agir. On peut dire que voilà, dire ça, c'est dire secouez-vous. D'accord. Bon. Donc ça, c'est au niveau collectif. Au niveau individuel, on peut dire que Lorenzo commet son acte, donc pas pour se libérer, si vous voulez, au sens politique, il sait très bien qu'il ne va pas se libérer, mais pour se libérer du jugement des autres, pour d'une certaine manière accéder à l'idée qu'il avait lui-même en disant « je vais tuer un tyran », et donc pour aller jusqu'au bout de son projet, même sous une forme de défi. Donc en un sens, c'est très compliqué, en un sens, c'est une libération, en un sens, pour le personnage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit « respire comme un vrai de joie ». Et dès qu'il commet l'acte, d'accord, il dit « voilà, enfin il respire », parce qu'il est allé jusqu'au bout de son geste. Évidemment, cette libération est une libération d'ordre existentiel, et d'ailleurs elle mène à la mort. C'est une machine à mort, mais à mort seulement. Donc après, il n'y a plus rien à faire que ça. Donc ça n'est certainement pas une liberté politique, ni collective, ni individuelle. En tout cas, le personnage a bien conscience. Mais, en termes de sens, il y a une libération. Oui. Donc du coup, même sur tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de rapport entre l'émancipation individuelle et l'émancipation collective de groupe. Et comment on met en rapport le fait que les hommes puissent intérioriser une domination, que des noirs puissent être blancs de l'intérieur, comme Samuel L. Jackson dans Django, et le fait que on ne peut pas les libérer contre eux. C'est écrit, je ne sais pas, par exemple Harry Potter ou des libéraux comme ça, qui disent que justement le système politique ne peut pas imposer aux gens le bonheur, on ne peut pas imposer aux gens la liberté. Donc, comment ces deux conceptions-là peuvent s'articuler justement dans une utopie de la liberté? Le fait qu'il doit y avoir une initiation, que les gens doivent sortir de la domination, et le fait qu'il est compliqué de leur imposer une initiation, il est compliqué de leur imposer Neo a le choix dans Matrix sur ces 2 pilules. Heureusement, il choisit la bonne. Dans un système de domination globale, comment ces choses-là peuvent être articulées? C'est pas 2 heures, c'est 2 jours. C'est absolument passionnant, notre maison de questions. Là, il y a beaucoup de questions en une, c'est absolument passionnant. Alors, on les forcera à être libres. Ça, c'est ce que dit Saint-Just pendant la Révolution française. S'ils ne veulent pas être libres, je crois que la formule vient de Rousseau d'ailleurs, mais en tout cas, elle est dite par Saint-Just. On les forcera à être libres. C'est-à-dire que compter sur la capacité, compter sur l'autonomie de pensée pour que quelqu'un passe de l'aliénation à la liberté, c'est supposer le problème résolu. Enfin, c'est circulaire. Pour faire le geste, si vous voulez, de se libérer, il faudrait qu'il ait conscience de son aliénation. Donc, autrement dit, le problème, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est comment on active cela. Alors, une des réponses, une grande réponse que font les philosophes, c'est par l'éducation. Rousseau, c'est justement l'idée qu'on va éduquer pour transformer les générations futures, pour que justement elles ne soient plus aliénées. Il se peut que ça prenne des générations pour transformer. Donc c'est un rapport au temps et à la transformation par le temps. Effectivement, c'est toute la complexité, si on est dans une logique de l'initiation, alors Néo en plus est censé être l'élu, hein. Donc c'est particulier parce que lui il est appelé. Il est élu. Ça n'est même pas au début un choix. Il le dit d'ailleurs dans le stade du film, il dit mais j'ai rien demandé à personne, moi, pourquoi on vient me chercher? Donc, c'est particulier.
effectivement, dans les démarches initiatiques, comme qu'elles soient platoniciennes, qu'elles soient... eh bien, ça suppose d'avoir un désir, ça suppose d'avoir quelque chose, un début de prise de conscience. Comment cette prise de conscience est venue? Comment est-ce que, comme vous le dites, l'esclave noir, qui est blanc à l'intérieur, va changer, va commencer à avoir conscience qu'il serait plus heureux, il serait plus juste pour lui. Alors, c'est une vraie question. Effectivement, comment imposer la liberté à ceux qui n'en veulent pas? Là, on a abouti à un point limite de liberté. Des révolutionnaires purs et durs font la réponse aux injustes. On les forcera à être comme ça. Ça veut dire qu'on va leur montrer, etc. On va leur apprendre. Parce que sinon, le piège de l'idée de liberté, c'est qu'on peut leur laisser la liberté de rester libres. Donc là, on est dans un paradoxe total, évidemment. Bon. Voilà un élément de réponse. Alors après, je dirais que ça dépend beaucoup de la nature du régime général, j'entends. Pas du régime des intermittents, bien sûr, on n'en parle pas. Donc ce régime, si c'est un système de domination, si c'est un système totalitaire, si c'est un système démocratique, si c'est un système révolutionnaire, eh bien à partir de là, le degré d'intervention de l'État pour activer, si vous voulez, quelque chose sur l'individu, au contraire pour le réprimer, va évidemment varier. Donc, on peut difficilement faire une réponse absolue. En fait, la réponse à ce que vous dites ne peut qu'être absolument historique, et à mon avis, elle dépend vraiment du paradigme dans lequel on se trouve. Moi, ma réponse, ce serait celle de Saint-Just, si on les forcera à être libres. Parce que, sinon, alors, on ne les forcera pas forcément à coup de trick en les mettant dans les rizières, mais une des raisons pour lesquelles je fais notamment des conférences, où j'essaye de partager, d'échanger, donc ça veut dire que je crois à la diffusion et à la possibilité d'améliorer les choses. Donc c'est petit, mais c'est une manière de vous répondre. Voilà, je pense que c'est des spectacles que je peux faire, que ce soit à Halim ou Loretta Show, pour moi, ce sont des manières de poser des questions et des enjeux. Je fais ça et pas autre chose. Je fais pas, je pourrais un jour mettre un sac chez ou la biche, mais voilà, a priori, j'ai beaucoup d'estime pour les pièces comiques et de la biche, je pense que c'est très bien. Mais je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et je le fais précisément pour ce que vous dites. À essayer de faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience locales qui se fassent. Voilà. Est-ce que je peux vous répondre à votre niveau? Oui. Et quand il y a un pouvoir dominant, il y a toujours souvent un contre-pouvoir, une contre-culture qui se met en place. Là, si on prend l'exemple des Noirs, indirectement, en leur imposant la religion des Blancs, le catholicisme, ça les a aidés à prendre conscience, en assistant aux offices, qu'ils pouvaient avoir un autre destin. Enfin, vous voyez, ils n'avaient pas prévu ça, mais ça a aussi permis une prise de conscience. Et puis, d'un point de vue économique, quand il y a aussi, du point de vue du libéral capitalisme, une domination, il y a des autres formes d'échange qui peuvent se mettre en place. Donc, on le voit de façon petite avec les systèmes d'échange, les selles ou les choses comme ça, mais il y a toujours quand même des contre-pouvoirs qui peuvent se mettre en place. Bien sûr, contre-pouvoir et contre-culture. Après, ce sont des degrés. Mais, alors, dans le cas des Noirs américains que vous évoquez, il y a plusieurs formes. Il y a, au contraire, l'intégration totale, le sentiment que, eh bien, oui, ils sont partie prenante complètement de cette culture et donc l'adoption vraiment de cette religion. Il y a une interprétation particulière, je pense au gospel, je pense à différentes adaptations. J'ai même évoqué les religions d'Haïti qui sont très mêlées, où vous avez des religions africaines avec des éléments païens, des éléments animistes, etc. Moi j'ai un ami, il croise complètement, parce que c'est un sacrétisme complet. Et puis après, il y a au contraire, et j'ai vu aussi des gens comme ça, un rejet, c'est-à-dire le sentiment que c'est complètement plaqué et imposé, et la prise de conscience, une différence à partir de ça. Donc, je pense qu'il y a un éventail, en fait, de réponses. Et heureusement, ça n'est pas univoque. Un seul des films de science, et même les films de science-fiction qui nous montrent des univers absolument, où la liberté a disparu, sont en général précisément pour montrer une forme de résistance, une forme de sursaut de la liberté.
Enfin, je pense à Hunger Games, il y a eu beaucoup de films là-dessus récemment. Hunger Games qui est précisément là-dessus, sur l'insurrection. Il y a Equilibrium qui était un film il y a quelques années où, au nom de l'égalité, on a supprimé les émotions et puis quelqu'un fait surgir des émotions et donc retrouve une subjectivité. C'est un thème extrêmement travaillé que comment la liberté surgit, y compris dans les systèmes de domination les plus radicaux. Pour avoir des moments de liberté, parce que la liberté, c'est ça, c'est liberté des moments, ne vaut-il pas mieux la tyrannie qu'on connaît plutôt qu'à une multinationale dont on ne connaît pas les décisions? Eh bien Alain, je propose que tu sois notre prochain tyran, parce qu'on te connaît, on t'aime bien, et franchement ça sera sûrement d'être mon mieux. Alors, ça dépend de la tyrannie. Est-ce que le maître qu'on connaît est meilleur que celui qu'on ne connaît pas? C'est une vraie question. Oui, oui, mais pour moi, un tyran, c'est déjà quelqu'un qui me dirige. Hein, je ne vais pas être extrême. Je pense que là, chacun va vraiment pouvoir répondre dans sa plus profonde subjectivité. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse universelle à ta remarque. Enfin, après, pour le dire autrement, que nous soyons sous une domination alors, ça, c'est vraiment important. Le problème, c'est effectivement le visage de la domination. C'est ce que, d'ailleurs, la Boétie disait dans la servitude volontaire. Et la Boétie dit très bien, pourquoi est-ce que les hommes ne se révoltent pas? Pourquoi? C'est ma question. L'autre titre de la servitude volontaire, c'est contre un. Un domine. Pourquoi? Puisque tout le monde est très nombreux, tout le monde n'écrase pas le 1. Bonne question. La Boétie répond, parce qu'il y a des chaînes de servitude et des chaînes d'intérêt. Ça veut dire qu'en fait, 1 va être utile à 5 qui le servent. Et ces 5-là, chacun va avoir 50 qui ont intérêt à la tyrannie. Et donc, ces chaînes d'intérêt font que la tyrannie se maintient, c'est génial, se maintient sur l'ensemble de la population. Lisez-le, c'est 50 pages de la servitude volontaire, c'est un texte, ça n'a pas pris de ride, on fait ça à 5 siècles. C'est génial. Donc, les chaînes d'intérêt, ça veut dire que tu vas identifier peut-être un élément de la tyrannie, et après, on voit ça dans tout système de domination, tu as des circuits qui font que la domination va se répandre et même va te traverser. C'est ce que Michel Foucault dit en disant, en fait, nous sommes tous traversés par la domination et nous exerçons des dominations. Donc l'idée de se révolter contre la domination, dit Foucault, c'est complètement vrai parce qu'elle est déjà, d'une certaine manière, en nous, et nous, on la répercute autrement. Ça n'est pas de masse, ça veut dire les dominants et les dominés. Nous sommes pris dans des faisceaux de domination. Bon. Donc c'est plus compliqué, si tu veux, que d'avoir quelqu'un qui a un visage, qui serait la domination, on la supprimerait, et voilà. Le cas des multinationales, c'est en effet un bon exemple, parce que pour le coup, on ne sait même plus, enfin, on peut dire Microsoft, etc., mais qu'est-ce que ça veut dire? Bill Gates, mais Bill Gates, c'est un point de clé de voûte, quoi. Donc ça veut dire que là, dans l'idée de la Boétie, on est arrivé à un point limite, vraiment, d'anonymat, enfin, de domination anonyme, d'où les anonymous comme réponse d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient dans la show, comme réponse à ce type de domination, sans visage. Donc c'est sans doute beaucoup plus dur de résister pour arriver jusque-là, certainement. Ça suppose de réfléchir. Donc on pourrait être le tyran de quelqu'un. Bien sûr. Déjà en se disant que c'est possible. C'est tellement plus réconfortant, c'est comme la pensée que les nazis sont des monstres. C'est très réconfortant de se dire que les nazis sont des monstres. Parce que si ce sont des monstres, ils sont totalement différents. Et donc on ne peut pas être un monstre. Moi je suis pas un monstre, ça va bien. Simplement, si on nous enferme 48 heures dans un train, dans le tunnel sous la Manche, qu'est-ce qui va se passer? La question, ça n'est pas la monstruosité objective, c'est la monstruosité en soi. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc c'est pareil, la question n'est pas seulement un tyrannie objectif sur, voilà, un tel est un tyran, tu un mal tyran, c'est facile, en un sens. La question c'est, enfin c'est facile quand on peut le repérer, mais ça devient beaucoup plus problématique de se dire, c'est ce que disait Anna Arendt, c'est que voilà, il y a une part en chacun
Voilà. Et donc comment déjà on arrive à travailler là-dessus? Mais en avoir conscience, c'est un bon début. C'est bon. Déjà. Il peut y avoir des libérateurs. Oui. Il peut y avoir une vision très politique de la révolution, tout ce que la norme dit. Bien sûr. Ah mais il y a une poésie absolument. Bien sûr. Oui. Che Guevara avait une face sombre également. Ah ben complètement, quand je dis avoir une vision très politique libérateur, et de Che Guevara que justement la vision. Vous savez qu'à la mort, enfin ça j'en parlerai la prochaine fois, mais à la mort de Staline, les gens pleuraient. Ils pleuraient. Peut-être pas tous. Parce que qui est mort. Les morts ne pleuraient plus, non. Même cette récit, évidemment, vous l'avez trouvé implicitement mentionné, mais j'aimerais faire référence à Spinoza, où finalement, si on parle de liberté pour Spinoza, lui qui dit que la détermination est partout, nous sommes déterminés, tout est nécessaire, nous sommes sous le poids de la nécessité. La première marche de la liberté, c'est prendre conscience de ce que nous sommes déterminés. En fait, notre liberté, elle est réduite à la portion nombreux, et que les gens rendent que c'est une humiliation à laquelle bien peu de gens sont prêts à se soumettre, accepter qu'en fait, on soit très largement déterminé, et donc, voilà, on a besoin de cette illusion de notre libre arbitre, de la liberté. Alors c'est une excellente remarque. J'ai effectivement essentiellement traité, je n'ai pas dit l'utopie de la liberté au sens et politique, et disons au sens social, au sens philosophique du terme, ça veut dire le plus profond, liberté existentielle, le libre arbitre. Effectivement, comme vous dites justement, Spinoza dit que la liberté, c'est la conscience de la nécessité. Et comme toute la nécessité, c'est la conscience finalement de son absence de liberté, dans un sens. Donc, et cette question du déterminisme que Spinoza évoque, qu'après Freud va évoquer, enfin que tout un ensemble de philosophes vont évoquer en disant nous sommes absolument déterminés, nous sommes beaucoup plus déterminés que nous imaginons la liberté, puisque Schopenhauer dira en disant voilà, nous sommes traversés par le vouloir vivre, nous sommes traversés par la pulsion, donc nous sommes dans l'illusion de choisir. C'est absolument vrai au sens, j'allais dire, existentiel du terme. Après, et ça, j'espère qu'il y a une dose de lumière et d'optimisme là-dedans, à un niveau politique, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience qu'il y a un régime d'oppression, et que ce régime d'oppression est intenable et suppose un sursaut, je pense que ça échappe à la détermination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me suis placé sur ce terrain-là. Parce que la question du libre arbitre et du déterminisme, qui est après en fonction du curseur, certains vont dire que nous sommes absolument comme Sartre, nous sommes maîtres de nos choix, je suis ce que je fais, je ne suis pas déterminé, je suis pure liberté. Ça c'est le fantasme sartrien de la pure liberté, ou au contraire du côté de Spinoza ou d'autres, nous sommes archi-déterminés. On a un spectre, c'est le cas de le dire, mais à mon avis, enfin, j'espère qu'en tout cas, quel que soit le sentiment d'être déterminé que nous ayons, il reste la possibilité de se dire qu'on peut se lever ou se battre pour une liberté sur un plan, j'allais dire mondain, enfin dans le monde, ça veut dire le plan social, le plan politique, le plan, voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on soit déterminé par ailleurs. Je vous en prie. Ceux qui vont se lever peut-être parce qu'ils sont précisément déterminés pour le faire. Et ceux qui vont rester couchés, également, ils sont déterminés. Alors, on rejoint l'intervention très bonne tout à l'heure qui a été faite là-dessus, ça veut dire est-ce qu'il y a des esclaves nés et est-ce qu'il y a des hommes libres nés? Alors si on arrive à ce genre de... c'est une question limite, hein, mais si on répond oui à cette question, il faut absolument mesurer les conséquences de ça. Les conséquences de cette pensée-là, ben, ça donne la pensée nazie, littéralement. Ça veut dire qu'il existe
des hommes qui sont déterminés absolument par nature, parce qu'on, etc., pour être comme ci ou comme ça. Là, on est dans un déterminisme pur. Alors, l'Asie ou d'autres formes de pensée, qui sont des pensées, disons qu'il y a une nature et que cette nature est différente chez les uns et chez les autres. Maintenant, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut se lever en se disant je suis un homme libre, on est déterminé, on est poussé à faire ça. Ce à quoi je ferai la réponse de Kant. Ça veut dire que Kant dit il faut agir par devoir. Et Kant dit agir par devoir, et seulement par devoir, c'est ce qui fait qu'une action est morale. Mais le problème, c'est que quand j'agis par devoir, j'ai le plaisir d'avoir agi par devoir. Et donc, dit Kant, en fait, on ne peut pas savoir si une action morale a déjà été faite dans le monde. C'est une action désintéressée, parce qu'en fait, quelqu'un tire de son action morale, c'est génial, hein, quelqu'un tire de son action morale autre chose que la pure moralité de son action. Vous me suivez? Il tire le plaisir. Et donc, Kant dit peut-être que jamais une action morale, avec son optimisme classique, jamais une action morale peut-être n'a eu lieu dans le monde. Parce que donc l'enjeu, c'est on ne sait pas si les gens agissent par moralité, mais il faut agir en conformité avec la moralité. Ça veut dire faire comme si, de certaine manière. Donc, ma réponse, ce serait, à la limite, si quelqu'un se lève en disant « je veux la liberté », même s'il est archi déterminé, l'essentiel est qu'il dise « je veux la liberté ». Voilà, même s'il est déterminé par des raisons qui sont des raisons psychiques, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Quels sont les éléments positifs sur lesquels on pourrait se poser dans tout ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses de tristes. Voilà. Alors, comment on peut positiver je sais pas. Avec un bon idée Je sais pas. Beaucoup de philosophes ils sont un peu pessimistes. Non. Kant dit, par exemple, qu'il faut agir. Enfin, je ne suis pas du tout kantien, mais c'est une pensée géniale, je ne suis pas kantien, mais il faut agir par devoir. Donc, il dit qu'il faut agir. Sartre dit qu'au contraire, je pense que les philosophes ont tenté d'apporter des raisons de vivre, sauf certains qui étaient vraiment, comme Schopenhauer, voilà, très, très négatifs, mais au contraire, je pense que, comme d'ailleurs tu le disais, la pensée, la culture, la philosophie sont des raisons d'avancer. Là j'ai présenté, j'ai essayé de présenter, c'est pour ça que cette notion d'utopie est importante, les impasses, enfin à la fois les horizons, les fantasmes, et les paradoxes et les impasses. C'est ma lecture. Mais il faut dire que je ne connais pas tous ces philosophes en profondeur. Moi, je prends. Personne ne connaît pas en profondeur. Je pense que ce que tu disais, c'est le nombre de personnes qui étaient dans les rues après les attentats de Charlie Hebdo. À 4,5 millions sur 66 millions, c'est optimiste. Oui, si on se dit que ça n'est pas arrivé depuis la libération. Il y avait 4 millions de gens dans la rue et pas devant leur télévision. C'est la réponse que fait Abraham à... Je suis d'accord avec toi, mais je fais un peu de provocation. Tu sais, alors pour le coup, c'est la discussion entre Abraham et Dieu au moment de Sodome et Gomorrhe. Au moment de Sodome et Gomorrhe, Dieu dit « je vais détruire Sodome et Gomorrhe ». Et Abraham dit « mais est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a 50 justes ?» D'accord, s'il y a 50 justes, tu ne détruis pas. Et s'il y a 40 justes, tu vas détruire? D'accord. Et s'il y a 30 justes? D'accord. Et s'il y a 10 justes? Donc, la question de 10 justes, tu vois, des minorités agissantes comme Yémin, je pense que c'est fondamental. 4,5 millions, c'est titanesque, si tu veux, par rapport à... Je trouve, tu n'auras jamais 60 millions dans le monde, c'est impossible pour beaucoup de raisons. Donc moi, je verrais plutôt le verre à moitié plein, très très loin. D'autant plus que là, ça pourrait être quelque chose à une barbarie, d'une violence limite, où ça aurait pu provoquer l'effet inverse, que les gens sont fermes dans leur petit confort et dans leur protection pour éviter la peur. Il y a assez peu de raisons d'avoir une sorte d'exaltation dans l'histoire. Alain, s'il te plaît, ne relève pas celle-là. Moi, j'étais très heureux qu'il y ait 4 millions de personnes dehors, parce que je n'avais pas vu ça depuis 68, hein, depuis les événements de 68, et puis ensuite quelques manifestations spontanées où on sortait tout de suite. L'attentat de la rue Copernic, par exemple, où là on s'était retrouvés et de nation à
enfin de République à Nation, il avait fallu séparer tellement il y avait de monde. Et là, on était tous sortis. C'était à Paris. Hein. Et je trouvais que c'était beau. Et depuis, je n'avais pas vu des manifs comme ça, où les gens étaient écœurés de ça. Donc j'étais très content qu'il y ait 4 millions de personnes. Voilà, donc des raisons d'espérer. La liberté vit encore. Bonne soirée.